Un père célibataire a vu de petites jumelles mendier pour payer du pain, comptant chaque centime avec des doigts tremblants, leurs chaussures usées tenant à peine face au froid hivernal. Ce qu'il découvrit à leur sujet brisa son cœur. Mais ce qu'il fit ensuite changea tout. Pas seulement pour deux petites filles désespérées, mais pour toute une communauté. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les pièces de monnaie éparpillées sur le comptoir de la boulangerie ressemblaient à des espoirs déchus. 3,47 $ en pièces de 5, 10 et 1 centime que deux petites mains ne cessaient de recompter, comme si le résultat pouvait d'une manière ou d'une autre changer. « S'il vous plaît, madame, est-ce que c'est assez maintenant ?» murmura une toute petite voix. La main de Luke Brennan se figea à mi-chemin de son portefeuille. Il faisait la queue à la boulangerie Kowalski, faisant défiler distraitement ses emails professionnels pendant que son fils de 7 ans, Jerry, tirait sur sa veste en le suppliant de lui acheter des cookies aux pépites de chocolat. Mais maintenant, son attention était entièrement captivée par la scène qui se déroulait au comptoir. Deux petites filles, des jumelles à en juger par leur apparence, se tenaient sur la pointe des pieds, capables à peine de voir par-dessus le bord du comptoir, leurs cheveux blonds emmêlés autour de leur visage, leurs vestes violettes usées aux coudes. Mais ce furent leurs chaussures qui serrèrent le cœur de Luke, des baskets trouées près des orteils, totalement inadaptées au froid de novembre qui s'était déjà installé sur Millbridge. « Je suis désolé, mes chéris, » dit Madame Kowalski, son visage habituellement sévère s'adoucissant. La miche de pain la moins chère est à 4,50 $. La plus grande des jumelles se mordit la lèvre inférieure, un geste si familier qu'il coupa le souffle à Luke. Jerry faisait la même chose lorsqu'il essayait de ne pas pleurer. « Peut-être, » chuchota la plus petite à sa sœur, « peut-être que si on ne mange pas à la cantine demain, on pourra économiser assez. » Ces mots, ces quelques mots changèrent tout. Luke s'avança, son corps bougeant avant que son esprit ne puisse l'arrêter. Mais alors qu'il attrapait son portefeuille, quelque chose le fit hésiter. Ses filles étaient seules, âgées de 6 ans tout au plus, achetant du pain par elles-mêmes, parlant de sauter des repas. « Excusez-moi, » dit Luke doucement, s'accroupissant à leur niveau. Les jumelles se retournèrent brusquement, les yeux écarquillés, empreints de la méfiance d'enfants qui avaient appris à être prudents. « Je m'appelle Luke. Voici mon fils, Jerry. Vous êtes toutes seules, les filles ?» Les jumelles échangèrent un regard, toute une conversation en une seule œillade qui parlait de secrets partagés et de stratégies de survie qu'aucun enfant ne devrait connaître. « C'est notre grand-mère qui nous a envoyés, » dit la plus grande. « Elle ne se sent pas bien aujourd'hui. »« Comment vous appelez-vous » demanda Jerry, sortant de derrière son père avec la curiosité naturelle qui n'avait pas été éteinte malgré tout ce qu'il avait traversé. « Je suis Grace. Voici ma sœur, Ella. » Grace et Ella. L'esprit de Luke s'attarda sur ces noms, choisis par des parents qui avaient des rêves pour leur fille. Où étaient ses parents maintenant ? Madame Kowalski, dit Luke en se relevant. Sa décision était prise. Je vais payer leur pain. En fait, donnez-leur 2 miches et ajoutez une douzaine de vos viennoiseries de la veille. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent jusqu'à des proportions impossibles. On ne peut pas, protesta Grace, bien que sa voix tremblât. Mamie a dit de ne pas accepter la charité d'inconnus. Ce n'est pas la charité, dit Luke fermement, se souvenant des mots que quelqu'un lui avait dit à son heure la plus sombre. Ce sont des voisins qui s'entraident. C'est ce qu'on fait ici, à Millbridge. Pendant que Madame Kowalski mettait les articles dans un sac, Luke observa les petits doigts d'Ella tracer le bord du sac à pain avec une sorte de révérence. Quand le pain était-il devenu un luxe pour des enfants ? Où habitez-vous ? demanda-t-il d'un air détaché, bien que son cœur fût tout sauf calme. Ella pointa vaguement vers l'est. L'immeuble d'appartements bleus sur Maple Street. Appartement 2C. Luke connaissait cet immeuble. Il était passé devant d'innombrables fois en allant à l'école de Jerry, sans jamais vraiment le voir. Le complexe de logements sociaux que le conseil municipal promettait sans cesse de rénover, mais ne le faisait jamais. Les filles partirent avec de profonds remerciements, leurs sacs serrés contre leur poitrine comme des trésors. Luke les regarda par la fenêtre de la boulangerie tandis qu'elles descendaient la rue. Grace tenait la main d'Ella de manière protectrice, toutes deux penchées contre le vent. « Papa, » dit Jerry doucement. Pourquoi était-elle seule ? Luke n'avait pas de réponse, mais en regardant ces deux petites silhouettes disparaître au coin de la rue, il sentit quelque chose bouger en lui. Quelque chose qui était gelé depuis longtemps. « Viens, mon grand, » dit-il en ébouriffant les cheveux de Jerry. « Rentrons à la maison. » Mais la maison semblait différente cette nuit-là. «
Après que Géry se fut endormi, Luc s'assit à sa table de cuisine, fixant la chaise vide en face de lui, la chaise de Margaret. 2 ans, et il ne pouvait toujours pas se résoudre à s'y asseoir. Le thérapeute spécialisé dans le deuil avait dit que c'était normal, que chacun gérait la perte différemment. Mais qu'en était-il de ses filles? Quelle perte était-elle en train de gérer? Le lendemain matin, Luc fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des mois. Il demanda de l'aide. Sa voisine, Patricia, travaillait à l'école primaire. Autour d'un café, en essayant de paraître décontracté, il posa des questions sur les jumelles. Le visage de Patricia s'assombrit immédiatement. Oh, les filles Anderson. Une situation si déchirante. Que leur est-il arrivé? Patricia remua lentement son café, réfléchissant. Leur mère est décédée il y a 6 mois. Une grave crise d'asthme qui a entraîné des complications. Elle n'avait que 28 ans. Les filles ont emménagé avec leur grand-mère, Ruth. Mais Ruth a 71 ans, Luc. Elle fait de son mieux, mais on vient de lui diagnostiquer une arthrite sévère. Elle a dû quitter son travail à la laverie. Elles survivent avec sa pension de retraite et les bons d'alimentation auxquels elles ont droit. Et leur père? Jamais dans le décor. Ruth est trop fière pour demander de l'aide. Et les filles? Patricia secoua la tête. Elles sont si jeunes, mais elles essaient déjà de s'occuper d'elles au lieu de l'inverse. Ce week-end-là, Luc se tenait devant l'appartement 2C, tenant 2 sacs de courses, Géry à ses côtés avec une boîte de jouets qu'il avait insisté pour apporter. Son coup à la porte fut doux, incertain. La porte s'entr'ouvrit, retenue par une chaîne de sécurité. Un œil bleu regarda à travers l'ouverture. Ruth Anderson, supposa Luc. Oui. Madame Anderson. Je suis Luc Brennan. J'ai rencontré vos petites filles à la boulangerie en début de semaine. L'œil se plissa de suspicion. Mon fils Géry et moi, nous avons accidentellement acheté trop de choses au magasin. Nous pensions que peut-être... Nous n'avons pas besoin de charité. La voix était ferme mais fatiguée. Si profondément fatiguée. Ce n'est pas la charité, dit Luc, utilisant les mêmes mots qu'à la boulangerie. Puis, inspiré, il ajouta, en fait, vous me rendriez service. Géry a perdu sa mère il y a 2 ans. Il a besoin d'amis, et vos petites filles ont l'air vraiment adorables. Peut-être qu'ils pourraient jouer ensemble un de ces jours. La porte se referma. Le cœur de Luc se serra. Puis il entendit les chaînes glisser. Ruth Anderson était mince, ses cheveux gris tirés en un chignon soigné, malgré la douleur que Luc pouvait voir gravée sur chaque ligne de son visage. Derrière elle, Grace et Ella regardaient, leurs yeux s'illuminant en voyant Géry. « Vous êtes le monsieur de la boulangerie » murmura Ella. « Juste des voisins » dit Luc doucement. « Des voisins qui ont acheté trop de lait et de pain. » Sur le visage de Ruth, la fierté luttait contre la nécessité. Luc reconnaissait cette bataille. Il l'avait menée lui-même après la mort de Margaret, quand les gens avaient essayé de l'aider. Peut-être que les enfants pourraient jouer un peu, dit finalement Ruth. Ce fut le début. Les déjeuners du samedi devinrent une tradition. Luc apportait de la nourriture, toujours trop, toujours accidentellement. Les filles jouaient avec Géry, leur rire remplissant le petit appartement de quelque chose qui lui manquait. Et lentement, prudemment, comme on apprivoise un oiseau blessé, Luc apprit leur histoire. Grace aimait dessiner, mais n'avait que des bouts de crayon de l'école. Elle créait des mondes élaborés au dos d'enveloppes publicitaires, des villes et des châteaux où les familles étaient toujours complètes et où personne ne partait jamais. Ella était la lectrice, dévorant les 12 mêmes livres de l'appartement si souvent qu'elle pouvait les réciter. « Maman nous emmenait à la bibliothèque », confia-t-elle un jour à Luc, avant d'ajouter rapidement, « mais les genoux de mamie lui font trop mal pour marcher aussi loin. » Géry, qui était devenu renfermé depuis la perte de sa mère, commença à s'épanouir à nouveau. Il apprit aux filles ses jeux de cartes préférés, partagea ses jouets sans qu'on le lui demande, et un jour, Luc l'entendit rire, vraiment rire, pour la première fois depuis des mois. Mais c'est Ruth qui brisait le plus le cœur de Luc. Elle avait été enseignante autrefois, avant que l'arthrite ne lui vole sa mobilité et que les factures médicales ne lui volent ses économies. Elle avait élevé sa fille seule, l'avait vue obtenir son diplôme de fin d'études secondaires avec mention, avait célébré son embauche à l'hôpital local. Puis l'asthme, une malédiction génétique qui avait sauté la génération de Ruth, avait emporté sa fille en quelques jours. « Je le lui ai promis », dit Ruth un soir, en regardant les enfants jouer. Alors qu'elle mourait, je lui ai promis que je prendrais soin d'elle. Mais regardez-moi. J'arrive à peine à prendre soin de moi-même. Vous faites un travail formidable, dit Luc fermement. Ces filles ont de la chance de vous avoir.
De la chance, rit amèrement Ruth. Elles comptent des pièces pour du pain, Luc. Elles ont 6 ans et elles apprennent déjà que la vie, c'est de ne pas avoir assez. Cette nuit-là, Luc resta éveillé, pensant à Margaret. C'était elle qui savait toujours quoi faire, qui voyait un besoin et le comblait sans hésitation. Le monde est trop sombre pour ne pas être la lumière de quelqu'un, avait-elle l'habitude de dire. Que penserait-elle de lui maintenant, vivant dans son deuil, pendant que 2 petites filles apprenaient à avoir faim? Janvier arriva en force, avec des températures glaciales et des tas de neige. Luc avait discrètement payé la facture de chauffage de l'appartement 2C, prétextant une erreur de la compagnie d'électricité. Il avait acheté les manteaux d'hiver des filles lors d'une liquidation de magasin qui n'existait pas. De petits gestes, prudents pour ne pas blesser la fierté de Ruth. Puis vint l'appel téléphonique qui changea tout. Il était 21h, un mardi. La voix de Ruth était à peine reconnaissable à travers les larmes. « Luc, je ne sais pas qui d'autre appeler. J'ai reçu un avis d'expulsion. J'ai 2 mois de retard sur le loyer. Je pensais pouvoir rattraper mon retard, mais les frais de médicaments et la facture de chauffage du mois dernier, avant vous. » Elle s'arrêta, réalisant probablement qu'elle avait admis savoir pour son aide. « C'est $1800. Je ne les ai pas. Je n'ai rien qui s'en approche. » Luc ferma les yeux. $1800. Pour Ruth, cela aurait pu être 18 000. Pour lui, ne vous inquiétez pas, s'entendit-il dire. Nous allons trouver une solution. Vous ne pouvez pas me demander de? Vous ne demandez rien. Je vous propose mon aide. Donnez-moi la nuit pour réfléchir. Après avoir raccroché, Luc s'assit dans le fauteuil de Margaret pour la première fois depuis sa mort. C'était à la fois une trahison et un retour à la maison. Il pensa à son fonds d'urgence, à l'argent qu'il avait soigneusement économisé, à son fonds pour une nouvelle voiture, aux vacances qu'il avait prévu de prendre avec Jerry l'été suivant, à toutes les choses responsables et raisonnables à faire avec de l'argent. Puis il pensa à Grace et Ella, comptant des pièces pour du pain. Luc ouvrit son ordinateur portable et fit 2 choses qui auraient semblé impensables quelques mois auparavant. D'abord, il vira $2000 sur son compte courant. Ensuite, il créa une page GoFundMe anonyme. Il raconta leur histoire, changea les noms, mais garda la vérité. 2 petites filles qui avaient perdu leur mère. Une grand-mère faisant de son mieux malgré une arthrite invalidante. Une communauté qui avait le pouvoir de changer leur vie. Il la partagea sur le groupe Facebook local de Millbridge à minuit et alla se coucher, sans s'attendre à grand-chose. Au matin, tout avait explosé. Luc se réveilla avec son téléphone qui vibrait sans cesse. Le GoFundMe avait récolté $3000 pendant la nuit. À midi, il était à $7500. Des entreprises locales commentaient, offrant des emplois que Ruth pouvait faire de chez elle. Un enseignant à la retraite se proposa pour donner des cours particuliers aux filles. Le magasin de vêtements pour enfants du centre-ville offrit de les habiller pour le reste de l'hiver. Mais les commentaires qui firent pleurer Luc, vraiment pleurer pour la première fois depuis les funérailles de Margaret, « Ma fille va à l'école avec ses filles. Je n'en avais aucune idée. Comptez sur moi. Ruth a été l'institutrice de mon fils il y a 20 ans. La meilleure qu'il ait jamais eue. Il est temps de lui rendre l'appareil. J'ai été cet enfant, un jour, à compter des pièces. Quelqu'un m'a aidé. C'est à mon tour maintenant. » En 48 heures, ils avaient récolté $12000. Luc se rendit à l'appartement 2C avec un chèque, Jerry bondissant d'excitation à côté de lui. Quand Ruth ouvrit la porte, il lui tendit simplement le papier. Elle le regarda lui, et ses genoux se dérobèrent. Luc la rattrapa, la guida jusqu'au canapé tandis que les filles se précipitaient, alarmées. « Mamie, ça va ?» s'écria Grace. Ruth sanglotait. Le genre de sanglots qui viennent après des mois à tout retenir, à pouvoir enfin lâcher prise. « Ce sont des larmes de joie », parvint-elle à dire. « Monsieur Luc, il nous a sauvés. »« Pas moi », dit Luc fermement. « La communauté. Il s'avère que Millbridge prend soin des siens. » Mais il n'avait pas fini. L'acte impensable n'était pas l'argent. C'était ce qui allait suivre. Février apporta des formalités administratives et des rendez-vous chez l'avocat que Luc garda secret. Il mettait en place un fonds d'études pour les filles, financé par $20 000 de ses économies. De l'argent qu'il avait réservé pour des choses qui semblaient soudainement insignifiantes comparées à 2 avenirs brillants. Mais même cela n'était pas la chose la plus impensable. « Je dois vous parler de quelque chose », dit Luc à Ruth un samedi après le déjeuner. Les enfants étaient dans le salon, Jerry apprenant un nouveau jeu de cartes aux jumelles. « Si c'est à propos de l'argent. » « Ce n'est pas à propos de l'argent. C'est à propos de l'avenir. »
Luc sortit un dossier. J'ai réfléchi. Vous n'êtes pas jeune, Ruth. Et avec votre santé? Le visage de Ruth se crispa. Si vous insinuez que je ne peux pas m'occuper d'elle. Non, dit Luc rapidement. Vous faites un travail incroyable. Mais que se passerait-il si quelque chose arrivait? Quel est le plan? Le silence de Ruth fut une réponse suffisante. Je veux devenir leur tuteur d'urgence. Des papiers légaux qui stipulent que s'il vous arrive quelque chose, elles viennent chez moi. Elles n'entrent pas dans le système. Elles ne sont pas séparées. Elles restent ici à Millbridge, dans leur école, avec Jerry. Ruth le dévisagea. Vous êtes un père célibataire. Vous avez déjà Jerry à charge. C'est Jerry qui m'a donné l'idée, en fait. Il m'a demandé la semaine dernière si Grace et Ella pouvaient être ses sœurs. Quand je lui ai expliqué qu'elles avaient une grand-mère, il a dit « Mais si elle va au ciel comme maman? Est-ce qu'elle devrait partir ?» La vérité sort de la bouche des enfants, murmura Ruth. Je n'essaie pas de vous remplacer. Je n'essaie pas de les prendre. Je veux juste que vous ayez l'esprit tranquille, que quoi qu'il arrive, elles iront bien. Ruth tendit la main sur la table et prit la sienne. Ses doigts étaient noueux à cause de l'arthrite, mais sa poigne était forte. Pourquoi? Demanda-t-elle. Pourquoi feriez-vous cela pour des étrangères? Luc pensa à Margaret, au deuil, à la chaise vide qui ne semblait plus si vide. Parce qu'elles ne sont plus des étrangères, dit-il simplement. Elles font partie de la famille. La transformation au cours des mois suivants fut remarquable. La pression financière levée, la santé de Ruth se stabilisa. Elle commença à donner des cours de tricot au centre communautaire. Sa dignité restaurée, non par la charité, mais par un but. L'appartement qui avait autrefois semblé être une station de passage devint un foyer. Grace, avec du matériel de dessin adéquat que Luc avait discrètement fourni, remporta le concours d'art des écoles primaires du district. Son dessin, un portrait de famille. Elle et Ella, grand-mère Ruth, Luc et Jerry, se tenant tous la main devant une boulangerie. Jerry avait trouvé non seulement des amis, mais les sœurs qu'il n'avait jamais su qu'il lui fallait. Son thérapeute nota ses progrès remarquables, comment le fait d'aider les autres l'avait aidé à surmonter sa propre perte. Mais le changement le plus beau fut peut-être celui de Luc lui-même. La maison qui avait semblé être un mausolée à la mémoire de Margaret se remplit de rires d'enfants. Des soirées pyjama, des projets artistiques couvrant le réfrigérateur, 3 petites têtes penchées sur les devoirs à la table de la cuisine. Elle aurait adoré ça, dit un jour Patricia, regardant Luc aider Grace à peindre pendant que Jerry et Ella construisaient un fort. Elle l'aurait fait plus tôt, répondit Luc. Elle voyait toujours ce qu'il fallait faire. Mais apporta une attention inattendue. Un journaliste du journal régional avait enquêté sur l'histoire du GoFundMe, essayant de trouver le créateur anonyme qui avait tout lancé. Des miettes de pain numérique menèrent à Luc. « Pourquoi devrions-nous publier cette histoire ?» demanda le journaliste au téléphone. Luc y réfléchit. « Parce que ça ne me concerne pas, moi. Ça concerne ce qui se passe quand on se voit vraiment les uns les autres. Ces filles étaient invisibles pour tout le monde, y compris pour moi, jusqu'à ce jour à la boulangerie. Combien d'autres Grace et Ella sont là, à compter des pièces, à sauter des repas, invisibles sous nos yeux ?» L'article parut avec le titre « Le pain par qui tout a commencé, comment le simple geste d'un père célibataire a changé 3 vies. » Mais Luc savait que le titre était faux. Il n'avait pas changé 3 vies. Il en avait changé 4, peut-être plus. Les ondes continuaient de se propager. Chaque communauté a des familles qui luttent en silence. Que se passerait-il si nous nous arrêtions tous pour regarder? Vraiment regarder. 3 ans ont maintenant passé depuis ce jour de novembre à la boulangerie. Luc passe encore voir Ruth, bien qu'elle vive dans un meilleur appartement maintenant, sans courant d'air ni appareils électroménagers cassés. La communauté qui s'était ralliée autour d'eux a créé un fonds pour d'autres familles en difficulté, appelé « Du pain et de l'espoir ». Grace, maintenant âgée de 9 ans, vient de remporter un concours d'art à l'échelle de l'État. Le prix, une bourse complète pour un camp d'art d'été. Son œuvre gagnante était intitulée « Le jour où tout a changé ». Une scène de boulangerie, 2 petites filles, un père et son fils, et une vieille femme en arrière-plan, tous reliés par des fils de lumière dorée. Ella, également âgée de 9 ans, lit au niveau d'un lycéen et a commencé à écrire ses propres histoires. Sa première parlait de 2 sœurs qui découvraient qu'elles avaient des pouvoirs magiques, le pouvoir de rassembler les communautés. Jerry, 10 ans maintenant, présente fièrement Grace et Ella comme ses « presque sœurs ». Il a cessé de demander quand elles deviendraient de vraies sœurs. Il a appris que la famille n'est pas toujours une question de titres officiels.
Ruth, contre toute attente, s'épanouit. L'arthrite est maîtrisée, le stress financier a disparu. Elle est redevenue un pilier de la communauté, enseignant non seulement le tricot, mais aussi des compétences de vie aux jeunes mères au centre communautaire. Elle plaisante en disant qu'elle collectionne les petits-enfants. La moitié des enfants du quartier l'appellent maintenant Mamie Ruth. Et Luc, il se tient parfois dans sa cuisine, regardant 3 enfants faire leurs devoirs à table, et pense à cette chaise vide qui le hantait. Elle n'est plus vide. Parfois, Ruth s'y assied. Parfois, l'un des enfants. Parfois, il s'y assied même lui-même, ayant appris qu'honorer les morts ne signifie pas vivre dans le vide. Le fonds d'études qu'il a créé discrètement continue de croître, attendant que 2 brillantes jeunes filles qui comptaient autrefois des pièces pour du pain se comptent un jour parmi les diplômés universitaires. Ruth ne connaît pas encore le montant total. Luc garde cette révélation pour leur remise de diplôme du lycée. La semaine dernière, Luc a emmené les 3 enfants à la boulangerie Kowalski. Madame Kowalski, maintenant septuagénaire, travaille toujours au comptoir. La même chose que d'habitude, demanda-t-elle avec un sourire entendu. En fait, dit Grace en s'avançant avec l'argent qu'elle avait gagné en vendant ses cartes artistiques, j'aimerais payer le pain de cette famille. Luc suivit son regard. Une jeune mère avec 2 jeunes enfants comptait sa monnaie au comptoir. Il lui en manquait. Tout, ajouta Ella, posant son argent de babysitting à côté de celui de sa sœur. Et ajouter quelques-unes de ses viennoiseries de la veille. Jerry s'avança avec son argent de poche. Mettez-en une douzaine. Luc regarda son fils, ses enfants en réalité, s'approcher de la famille en difficulté, les regarda s'accroupir au niveau des petits. Il entendit Grace dire, ce n'est pas la charité. Ce sont des voisins qui s'entraident. Le cycle continue. Là, debout, Luc comprit enfin ce qu'était vraiment l'impensable. Ce n'était pas l'argent qu'il avait donné ou les papiers qu'il avait signés. Ce n'était pas le fonds d'études ou le statut de tuteur. L'impensable, c'était que dans un monde qui nous apprend à nous occuper de nos propres affaires, à protéger ce qui est à nous, à construire des clôtures plus hautes, il avait choisi de voir 2 petites filles comme plus que des étrangères. Il avait choisi de croire que son cœur, brisé par la perte, était encore assez grand pour aimer des enfants qui n'étaient pas les siens. L'impensable, c'était l'amour en action, celui qui met des vêtements de travail et qui est présent, jour après jour. L'impensable, c'était une communauté qui se souvenait comment être une communauté. L'impensable, c'était 3 enfants qui avaient tant perdu et qui avaient trouvé tout ce dont ils avaient besoin les uns dans les autres. Certains pourraient dire que Luc a sauvé ses filles, mais assis dans sa cuisine qui n'est plus vide, écoutant Grace aider Ella avec ses maths pendant que Jerry s'exerce à lire à haute voix, Luc connaît la vérité. Ils se sont sauvés les uns les autres. Chacun d'eux comptait des pièces d'une autre nature, mesurant son deuil en portions prudentes, rationnant son espoir comme du pain, jusqu'à ce qu'un jour de novembre, un simple acte de vision réelle, change tout. Si cette histoire a touché votre cœur, souvenez-vous qu'il y a des Grace et des Ella dans chaque communauté, dans chaque école, dans chaque rue. Elles comptent des pièces, sautent des repas, portent des chaussures trouées. La question n'est pas de savoir si elles existent. La question, que ferez-vous quand vous les verrez? Partagez cette histoire si vous croyez qu'une seule personne peut vraiment faire la différence. Luc ne se considère pas comme un héros. Les héros font des choses impossibles. Tout ce qu'il a fait, ce sont des choses possibles que la plupart des gens pensent impossibles. Il a vu un besoin et l'a comblé. Il avait de la place dans son cœur et dans sa maison, et il a ouvert les 2. Le pain par qui tout a commencé est toujours sur le comptoir de la boulangerie Kowalski, le même genre que les filles ne pouvaient pas s'offrir ce jour-là. Madame Kowalski le maintient au même prix exact, 4,50 $. Elle dit que c'est un rappel que parfois les plus petits écarts, 1,03 $ dans ce cas, peuvent sembler impossibles à combler seuls. Mais personne ne les comble plus seul. Pas à Millbridge. Parce qu'un père célibataire a fait l'impensable. Il s'est arrêté. Il a vu. Il a agi. Et ce faisant, il a enseigné à toute une ville que « impensable » n'est qu'un autre mot pour un amour assez courageux pour se manifester. Les filles l'appellent toujours Monsieur Luc. Bien que parfois, quand elles pensent qu'il n'écoute pas, il les entend l'appeler autrement. Quelque chose qui lui brise et lui gonfle le cœur simultanément. Elle l'appelle papa. Et ça, c'est peut-être la chose la plus impensable de toutes. Pas qu'un étranger les ait aidés. Pas qu'une communauté se soit ralliée. Pas même qu'un père célibataire ait assumé la responsabilité légale de 2 enfants supplémentaires. L'impensable, c'est que dans un monde plein de pertes, ils ont tous trouvé un moyen d'être trouvés. Dans un monde où l'on compte les pièces et mesure le manque,
ils ont découvert que l'abondance n'a jamais été une question d'argent. Il s'agissait de se voir les uns les autres, de se voir vraiment. Et une fois que vous voyez, vraiment, faire l'impensable devient la seule chose qui ait du sens. Ruth demande parfois à Luc s'il le regrette, d'avoir pris tant de responsabilités. Il donne toujours la même réponse. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir mis si longtemps à les voir. Mais ils se voient maintenant. Tous. Et dans cette vision, dans ce simple acte de reconnaissance, ils ont construit quelque chose d'incassable. Une famille née non pas du sang, mais du pain. Une communauté renaissant de la compassion. Un avenir réécrit par l'acte impensable de se soucier des enfants des autres autant que des siens. Le fonds d'études grandit, les enfants grandissent, la communauté grandit, et quelque part, Margaret sourit. Mes amis, si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, si elle vous a rappelé le pouvoir que nous avons tous de changer la vie de quelqu'un par un simple acte de gentillesse, s'il vous plaît, ne vous contentez pas de regarder et de passer à autre chose. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre famille Everbell Stories.